La diplomatie algérienne s'est distinguée à travers l'histoire par la constance de ses positions et la prouesse de ses actes, lui permettant de se hisser au premier rang dans la médiation et la résolution des conflits et des crises, se dotant ainsi d'un rôle d'influence essentiel sur la décision à l'échelle internationale, faisant de l'Algérie un pays avant-gardiste des mouvements de libération et des justes causes, mais plus que tout, une nation exportatrice de paix et de stabilité. Le dirigeant palestinien découvre que la diplomatie est aussi importante que la lutte armée et fait pour la première fois une offre de paix. Mais l'Algérie aussi, durant depuis les 60 années, a joué à l'intermédiation. Nous avions énormément de missions d'intervention. Ce que fait l'Algérie, et là, les derniers mouvements qui ont été lancés par Lontan Amamara, bien sûr sous les instructions du président de la République, mais font que, je vous donne un exemple, Villepin, il y a 2 jours, en parlant de la crise de l'Ukraine, il dit il y a un pays qui a des possibilités intellectuelles, historiques et de connaissance de la géopolitique, l'Algérie pourrait jouer un rôle effectif et extraordinaire. En effet, au fil du temps, l'esprit de la diplomatie algérienne a permis à l'Algérie de gérer des crises et des conflits tant au niveau national qu'au niveau continental. La voix de l'Algérie est donc restée perceptible et respectée dans le concert des nations. La diplomatie algérienne demeure à ce jour fidèle à ses principes et à sa ligne de conduite, à savoir la constance dans ses positions et son rejet catégorique de l'ingérence dans les affaires internes des pays. L'Algérie, de par son histoire, sa localisation géographique stratégique, située entre l'Afrique, le monde arabe et la Méditerranée, reste un pays engagé dans la promotion d'initiatives de dynamique de réconciliation en vue de contribuer au dénouement des crises et des conflits dans la région. À l'instar du conflit du Sahara occidental, de la crise libyenne ou à l'instabilité dans la région du Sahel, ainsi qu'à travers le continent africain, le Moyen-Orient et le bassin de la Méditerranée occidentale. Le soutien indéfectible et inconditionnel aux causes justes et à l'indépendance des pays colonisés, en l'occurrence le soutien ferme et résolu au peuple du Sahara occidental et de la Palestine, a notamment permis de qualifier Alger dans les années 70 de Mecque des révolutionnaires. En 1974 à New York, le président algérien et secrétaire général du mouvement des non-alignés, Houari Boumedienne, revendique un nouvel ordre économique mondial lors d'une réunion spéciale de l'Assemblée générale de l'ONU. Cette nationalisation qui suscite les craintes de certains pays industrialisés, comme le prouvent certaines réactions concernant le pétrole. Cette nationalisation est désormais effective. Nous pouvons entrevoir aujourd'hui en Afrique, en Asie et en Amérique latine, autour des matières premières telles que le fer, le café, la bauxite, le caoutchouc, le cuivre et le cacao, des signes qui ne laissent plus aucun doute sur la dynamique grandissante au sein des unions des pays producteurs. L'Algérie réussit à offrir à Yasser Arafat sa première tribune internationale et obtient dans la foulée que la délégation représentant le régime d'apartheid sud-africain soit exclue des instances onusiennes. La diplomatie algérienne est alors éblouissante et accroît les médiations. La dite résolution fut adoptée par les 2/3 des membres de l'Assemblée générale de l'ONU. Ce fut une grande victoire pour la diplomatie algérienne, selon bon nombre d'observateurs. L'accord historique de 1975 sur le différend territorial entre l'Irak et l'Iran la libération des otages américains en 1981, ainsi que l'accord de paix entre l'Éthiopie et l'Érythrée représentent des acquis additionnés à l'actif de la diplomatie algérienne. Il est important de souligner que durant la glorieuse révolution de novembre 1954, la diplomatie algérienne avait mené en parallèle avec la lutte armée une bataille diplomatique
en vue de faire connaître la question algérienne dans les forats internationaux. La négociation, pour la première fois, s'ouvrait d'une façon officielle entre un gouvernement qui se considérait toujours en lutte pour son indépendance et un gouvernement français qui, pendant des années, avait refusé tout contact avec le FLN et évidemment tout contact, a fortiori, avec un gouvernement. Déjà, le défi, c'est que la composante, parce que c'est des révolutionnaires qui ont des composantes différentes, multiples. Mais je veux dire, ce qui les a regroupés, c'est leur volonté, leur conviction profonde qui leur a permis de dépasser leur propre personnage. Je veux dire, c'est des personnes qui, au niveau de leur premier engagement initial de la Révolution, venaient de professions différentes, ayant fait ou n'ayant pas fait le cursus universitaire, ayant fait ou n'ayant pas fait le cursus scolaire. Mais leur conviction les a amenés à un tel état de transcendance qu'ils ont, par l'expérience révolutionnaire, acquis une vision complètement extraordinaire. Les diplomates algériens ont été d'une redoutable efficacité. La guerre était finie, tout le monde était content, il n'y a pas de doute. Nos amis suisses aussi étaient ouf, n'est-ce pas, extraordinaire. On avait réussi quelque chose d'extraordinaire. C'était deux positions diamétralement opposées, arriver, n'est-ce pas, par cette patience à nous mettre ensemble et arriver à un accord, à la paix. En effet, 6 mois après le déclenchement de la guerre, l'Algérie s'est invitée dans le concert des nations. Une poignée de diplomates du Front de Libération Nationale ont participé en avril 1955 à la toute première conférence afro-asiatique à Badung en Indonésie. Dès lors, la question algérienne s'est internationalisée et le talent des Mustafa Ferroukhi, Ahmed Francis, Mohamed Yazid ou Reda Malek a fait le reste. Mais derrière ces négociateurs, il y avait des experts. Et là, j'avais 5 ou 6 compagnons qui travaillaient. Qasdé Merbah, Rahal, Reda, Ould Qabliya, 7 ou 8, chacun était expert. Et c'était eux qui discutaient avec, bien sûr, les experts politiques, comme M. Tricot, comme d'autres, mais qui traitaient avec les généraux. Des généraux que nous connaissions, je ne dirais pas parfaitement, mais ils ne connaissaient strictement rien de nous, parce que nous étions les gens de l'ombre. Et les négociateurs algériens avaient des dossiers. Cette dynamique avait permis à l'Algérie sous occupation française d'inscrire pour la première fois à l'ordre du jour des travaux de l'ONU en 1955 la question de son indépendance, en dépit de la forte opposition de la France coloniale. L'année 1958 a été un tournant décisif dans l'histoire de l'Algérie et sa diplomatie, quand l'ONU avait adopté une résolution ayant consacré le droit du peuple algérien à l'autodétermination, infligeant une cinglante défaite diplomatique à la France, puissance coloniale et membre permanent du Conseil de sécurité de l'ONU. La France avait à l'époque considéré que l'examen de cette question au niveau de l'ONU, une immixtion flagrante dans ses affaires internes. Les négociations algéro-françaises ont permis d'aboutir aux accords d'Évian le 19 mars 1962 grâce au génie de la diplomatie algérienne qui a tenu tête à des généraux et des diplomates français chevronnés. Les accords d'Évian sont relativement uniques à l'échelon international. Je ne sais pas s'il y a de pareil. Pourquoi ? Parce que d'abord la colonisation française en Algérie avait la particularité d'être une colonisation territoriale. On a dit aux Algériens qu'ils étaient français, qu'ils étaient gaulois d'origine, sans leur donner, sans leur reconnaître le statut. Et donc délier toute une action aussi complexe que celle de la présence de 130 ans française, avec une dépossession à tout point de vue
dépossession des terres, dépossession de la personnalité, dépossession de la langue. Quand vous relisez les accords d'Évian qui s'attardent sur le statut des Français qui veulent rester, qui s'attardent sur un certain nombre d'actions, vous vous apercevez que c'est des accords qui n'ont pas leur pareil. Le positionnement idéologique demeure constant dans la foulée de la guerre de libération. L'Algérie s'inscrit dans la perspective d'un leader du tiers-monde. Son influence au sein de l'Organisation des pays exportateurs de pétrole agace. Son zèle nationaliste panarabe dérange. La diplomatie algérienne fait couler beaucoup d'encre. Ses prises de position ou son silence, son activisme ou sa sagesse ameutent commentaires et psychanalyse. 60 ans d'indépendance et une inéluctable diplomatie. Si certains s'en méfient, tous saluent son génie. Il faut croire qu'Alger est un canal indispensable pour tous ceux qui s'intéressent à l'Afrique, au monde arabe, aux hydrocarbures ou à la lutte antiterroriste.